Donc, je suis Sébastien Soubiran, je suis directeur adjoint du Jardin des Sciences, qui est une structure culturelle de l'université qui déploie ses activités plutôt dans le champ des sciences et des techniques. Et entre autres activités que nous organisons, ce sont les conférences du Jardin des Sciences qui ont lieu tous les jeudis à 18 h. Aujourd'hui, nous joignons nos actions avec celle de la Maison pour la Science en Alsace, qui est une structure dévouée à la formation, au développement professionnel des enseignants du premier et second degré, au niveau du rectorat et de l'académie en Alsace. C'est un partenariat entre l'Université de Strasbourg, le rectorat et la Fondation La Main à la Pâte et l'Académie des Sciences, qui a vraiment cette volonté d'accompagner les professeurs dans leur meilleure compréhension ou dans l'élargissement de leur culture scientifique et en particulier dans leur compréhension de la science en train de se faire, la science vivante. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette journée, certains professeurs ont bénéficié d'une formation laboratoire ouvert dans lequel ils ont rencontré des collègues enseignants-chercheurs accompagnés par des collègues enseignants du second degré et du premier degré pour essayer d'explorer cette notion du temps, une notion pas forcément évidente, et c'est pour cela que nous avons demandé à Étienne Klein de clôturer cette journée par cette conférence justement sur le temps. Je tiens à vous remercier d'être venus en nombre. C'est vraiment très impressionnant. Cet amphi, je pense, avait pas été aussi rempli, alors probablement dans le cadre des enseignements, mais dans le cadre d'activités extérieures. Merci beaucoup à Étienne Klein d'avoir accepté l'invitation et de nous faire l'honneur et le privilège d'être présent, malgré quelques petits soucis de santé. Et puis je vais passer la parole à Paul-Antoine Hervieux, physicien, puisqu'il s'est d'abord présenté comme ça, et vice-président délégué à la recherche de l'Université de Strasbourg. Merci beaucoup et bonne conférence. Merci beaucoup Sébastien. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment très honoré d'être ici ce soir en présence d'Étienne Klein. Puis-je ? Nous sommes en Alsace. Je suis de Strasbourg. Ah bon, en plus il est de Strasbourg, donc oui. c'est parfait. Jusqu'à la guerre de 70. Ah d'accord, ok. Donc on va mettre un petit facteur temporel, voilà. Et puis si jamais je me trompe, donc c'est pas très grave. Alors, donc je suis très heureux de vous accueillir ce soir dans ce très bel amphithéâtre. Alors c'est l'amphithéâtre Jean Cavaillès, pour ceux qui ne le sauraient pas. Pour cette conférence exceptionnelle d'Étienne Klein, donc philosophe des sciences et spécialiste de la question du temps en physique. Alors cet événement est organisé, comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, conjointement par la Maison pour la Science en Alsace et le Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg. Alors je profite de l'occasion qui m'est donnée ici pour les féliciter chaleureusement pour tous les efforts qu'ils font et pour leur dynamisme dans la diffusion de la culture scientifique. Vous savez que c'est vraiment très important. Le public ciblé devient de plus en plus nombreux, et ça, c'est formidable. Et ce soir, vraiment, on est très, très impressionnés de voir un amphi Cavaillès aussi rempli. C'est vraiment exceptionnel. Alors, ce lieu, il n'est pas anodin. Alors, pourquoi il n'est pas anodin ? Parce que Jean Cavaillès, comme vous le savez peut-être, fut un grand philosophe des sciences, philosophe des mathématiques en particulier, et il fut nommé maître de conférence à l'Université de Strasbourg juste avant la guerre, et joua un rôle important dans la résistance, et nous en sommes très fiers ici à l'Université de Strasbourg. Alors, doit-on encore présenter Étienne Klein ? Je ne pense pas, mais je vais quand même faire l'effort de vous donner quelques éléments, en particulier des éléments personnels. Je me permets de le faire ce soir en tant que physicien, donc de la même corporation. Donc depuis de nombreuses années, il fait partie du petit cercle de personnalités incontournables quand il s'agit de réfléchir, de s'interroger, de s'émouvoir, de se questionner, de converser sur les grands concepts de la physique et plus généralement de la science. Donc c'est quelqu'un qui vous livre avec simplicité et pédagogie les clés de compréhension des méandres de la physique,
avec ses nombreux paradoxes fascinants, qu'il soit question de mécanique quantique, d'antimatière, d'énergie noire, d'irréversibilité du temps ou de relativité. Il donne envie de comprendre. Et ça, c'est quand même très très important de nos jours. Alors, pour illustrer ce propos, qui peut paraître un peu généraliste, je vais juste vous donner une petite anecdote que j'ai vécue moi-même il y a peu de temps. Un jour, donc j'étais dans le train. Alors le train, c'est intéressant, le train, parce que c'est la relativité aussi. Hein. C'est un objet qui a été beaucoup utilisé en relativité restreinte. J'étais dans le train avec un de mes collègues physiciens. Nous étions en plein débat sur l'origine de l'antimatière dans l'univers, quand soudain, un passager, qui a priori avait suivi notre conversation avec intérêt, s'approcha de nous pour nous poser quelques questions. Il avait clairement une très bonne culture scientifique et semblait vraiment ravi d'échanger avec nous, qui étions à ses yeux, entre guillemets, des professionnels. Arrivé à destination, donc à destination c'était à Strasbourg, je lui ai demandé d'où lui venait cette curiosité pour des sujets dont nous avions discuté ensemble. Il m'a répondu « Je lis et j'écoute Étienne Klein ». Bon. Alors, Étienne Klein, oui, le pauvre, oui, bah oui. Bon, on l'a ramassé la petite cuillère, mais... Alors, dans la vie de tous les jours, donc Étienne Klein est professeur à l'École centrale, il est chercheur au CEA, donc physicien. Il a écrit de très nombreux ouvrages. Alors, j'en cite comme ça quelques-uns, mais il y a une liste assez impressionnante, hein, donc je ne peux pas tous les citer. Conversation avec le Sphinx, donc ça, j'en reparlerai, je dirais 2 mots après dessus. Les tactiques de Chronos, Le temps et sa flèche, ça c'est aussi un ouvrage qui personnellement m'a beaucoup intéressé, et il a obtenu de nombreux prix, alors des prix de popularisation de la science, hein, de la Société française de physique, le prix La science se livre pour les tactiques de Chronos, le prix du meilleur livre scientifique de l'année 93 en Allemagne pour Conversation avec le Sphinx, les paradoxes en physique. Alors, ce livre me transporte aussi dans le temps. Est-ce possible, Étienne ? Ça dépend de la suite, là. D'accord. 25 ans dans le passé. Alors que je préparais ma thèse au CEA à Grenoble, j'ai assisté à une conférence d'Étienne Klein. Il y a 25 ans. 91, j'ai un souvenir absolument... 91 ? Eh oui, bah oui. Ça va être ma première conférence. Je te laisse le soin de le dire. Donc il était question des paradoxes en physique, sujet de son premier livre. J'en garde un souvenir ému et je pense que mon goût pour l'histoire et la philosophie des sciences n'est pas étranger à cet événement. Donc tout ça pour conclure que Étienne Klein est quelqu'un qui éveille beaucoup de choses. Alors j'aimerais profiter de l'occasion pour vous annoncer 2 événements importants qui sont liés à la thématique de ce soir. Les 9 et 10 juin prochains, à l'Université de Strasbourg, on va organiser un colloque interdisciplinaire dédié au temps. Donc l'idée, c'est de prendre le temps comme un concept transdisciplinaire et de faire parler des scientifiques de l'université, issus de toutes les disciplines, sur ce concept-là. Donc c'est un bel exercice, je pense que ça va être extrêmement intéressant. Et à cette occasion, Étienne reviendra. Donc si vous avez encore des questions, gardez-les en stock pour dans quelques jours. Donc finalement, un deuxième événement important, c'est un numéro spécial de notre revue préférée qui est Savoir, comme vous le savez, revue de l'université, qui va paraître au mois d'octobre et qui sera un spécial temps. Donc avec des témoignages de scientifiques de toutes les disciplines et qui sera sûrement une belle collection de témoignages. Voilà, donc il est pour moi temps d'arrêter de parler, de laisser la parole à Étienne Klein, et je vous souhaite une très très belle conférence. Merci. Bien, bonsoir à tous, vous m'entendez bien ? Vous m'entendez ? Bon, je me permets de m'asseoir parce que j'ai des jambes qui ne sont pas très solides aujourd'hui. Je m'en excuse. Je voulais vous dire que je suis ravi d'être à Strasbourg. C'est la ville de ma famille, enfin, comme vous l'avez compris par ma petite remarque de tout à l'heure, les Klein avant étaient des Klein jusqu'à la guerre de 70, où ils sont partis, enfin ceux de ma famille sont partis dans les Vosges. Et je reviens toujours avec plaisir à Strasbourg, même si j'y reviens rarement.
L'autre raison de mon bonheur ce soir, c'est le fait que l'amphi s'appelle l'amphi Jean Cavaillès. Moi, j'ai une admiration sans borne pour Jean Cavaillès, celui que Canguilhem, philosophe des sciences, appelait le philosophe bourré d'explosifs. Cavaillès, il a écrit des livres très importants sur les mathématiques, la philosophie des mathématiques, qu'il connaissait très bien, puisqu'il avait passé plusieurs années en Allemagne, dans les années 30. Et lorsque il y a eu le début de la guerre, il a compris que ça allait être quelque chose de sérieux. Et aussitôt, il s'est engagé dans la résistance, non pas par calcul politique, mais, dira-t-il, par logique. C'était logique. Voilà. Et il a fait beaucoup de choses, il s'est évadé, etc. Mais c'est pas le sujet. Simplement, je voulais... Ça va mieux, là? Donc, le 9 juin, je reviendrai parler du temps. Je ferai un exposé plus technique. Aujourd'hui, je vais faire des choses assez générales. Vous avez parlé du train. En effet, Einstein a beaucoup utilisé la métaphore du train pour illustrer sa théorie de la relativité. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps que la rue dans laquelle il est né à Ulm, en 1979, s'appelait la Bahnhofstrasse, la rue de la gare. Et lorsqu'il était étudiant à Aarau, à l'âge de 15 ans, après avoir fui l'Allemagne, enfin le lycée de Munich qui était trop militaire pour lui, il avait démissionné du lycée, il s'était retrouvé dans une petite école plus libérale en Suisse, qui était également rue Bahnhofstrasse. Bon. Donc peut-être qu'en effet, ça a joué. Alors, le temps, c'est un sujet très général. Nous sommes tous très à l'aise pour en parler, un peu comme pour l'espace d'ailleurs, comme s'il allait de soi que les temps désignent quelque chose de particulier. En fait, quand on regarde comment le mot temps est utilisé dans les différentes phrases dans lesquelles nous l'insérons, nous nous rendons compte qu'il a un sens qui est ambivalent, qui est pluriel, qu'il est victime d'une sorte de polysémie fulgurante. C'est un mot qui peut désigner la durée, qui peut désigner le mouvement, la succession, le devenir, la mort, la vitesse, l'accélération, etc. Et ça fait beaucoup trop pour un seul mot. Et donc on se dit, un mot qui désigne autant de choses différentes est un mot qui sans doute est victime d'abus de langage. Le mot abus de langage, il se trouve déjà dans un texte de saint Augustin qui date du IVe siècle après Jésus-Christ, qui s'appelle « Les Confessions ». Et dans cet ouvrage, il y a un chapitre, le chapitre 9, le livre 11, pardon, le livre 11 des Confessions, qui s'intitule « Le temps ». Et si vous lisez ce chapitre, qui est magnifique, vous découvrez que vous comprenez parfaitement tout ce que dit saint Augustin. Ce n'est pas très surprenant, puisqu'il écrit une langue limpide, bien traduite au demeurant, et donc vous pouvez trouver normal de le comprendre. En même temps, ce texte qui a plus de 16 siècles a été écrit bien avant Galilée, Newton, Einstein, Boltzmann avant, qui sont des physiciens qui ont profondément modifié la façon dont nous comprenons le temps, son lien à l'espace, à la matière, à l'énergie. Il y a eu des révolutions scientifiques autour de la question du temps. Comment se fait-il que ces révolutions n'aient pas impacté notre façon de parler du temps? Si elles avaient impacté notre façon de parler du temps, nous ne pourrions pas comprendre saint Augustin. Mais si nous comprenons saint Augustin, c'est pour une raison très simple, c'est qu'en 2016, nous parlons comme saint Augustin. Voilà. Toutes les expressions « je n'ai pas le temps passe trop vite », etc., sont des expressions qu'on trouve dans saint Augustin, que nous répétons à l'identique, ce qui prouve que notre compréhension du temps n'a eu aucun effet sur notre façon de le dire. Et du coup, le langage courant devient quelque chose d'assez suspect. Parce que nous savons depuis Wittgenstein que si nous disons mal une certaine chose, en l'occurrence le temps, nous risquons de mal le penser. Si nous le disons mal, nous le pensons mal. Et donc la question c'est comment bien dire le temps? Comment opérer une espèce de décrassage sémantique qui permettrait de mieux cerner
ce dont il est fait et en quoi il consiste. Il y a une très belle remarque qui a été faite par Paul Valéry, qui disait que nous comprenons lorsque nous parlons du temps parce que nous parlons vite. D'accord ? C'est-à-dire que c'est en fait la phrase dans laquelle nous insérons le mot temps qui donne un sens à ce mot. C'est le flux verbal dans lequel on le met qui permet de comprendre la phrase et notamment le sens du mot temps dans cette phrase. Mais fait-il remarquer, je vais le citer exactement, le mot temps ne donne lieu à aucune difficulté lorsqu'il est engagé dans le train rapide d'une phrase ordinaire, mais il devient très embarrassant dès qu'on le retire de la circulation pour l'examiner. Sitôt isolé des mots qui l'entourent, extrait du flux verbal où on l'a mis, il se change en énigme et devient un tourment terrible pour la pensée. Qu'est-ce au juste que le temps, se demande la pensée justement? Est-il une substance particulière? Existe-t-il par lui-même? Dépend-il de nous? Est-il un produit de la conscience? Et ces questions, précise Paul Valéry, sont d'autant plus difficiles à discuter que notre pensée est grandement victime d'abus de langage. Et là, il cite Saint-Augustin, « Nous avons bien peu de locutions justes et beaucoup d'inexactes. » Vous voyez, Saint-Augustin avait conscience qu'on parlait mal du temps. Et donc, vous avez cité un livre dans votre présentation, Les Tactiques de Chronos. Et en effet, quand j'étais jeune, naïf, je m'étais dit, c'est très simple, il n'y a qu'à utiliser la physique comme monsieur propre du vocabulaire. La physique a une certaine efficacité opératoire, je pense que vous en êtes tous convaincus, qui s'est manifestée récemment avec la découverte du boson de Higgs, par exemple, ou des ondes gravitationnelles. C'est quand même des choses qui ont été prédites très longtemps avant d'être détectées. Les ondes gravitationnelles détectées en février 2016, enfin le signal est passé en septembre 2015, mais l'annonce a été faite en février 2016, ont été prédites il y a exactement un siècle par Einstein. Et elles sont exactement comme il les avait prédites. Sauf que lui, il avait prédit qu'on ne pourrait jamais les détecter. Mais c'est un détail. Il avait prédit aussi que il avait pensé plutôt que les trous noirs n'existent pas. Alors que la détection des ondes a prouvé l'existence des trous noirs qui sont leur source quand ils fusionnent. Et donc on a un truc assez bizarre au sens où cette détection a prouvé l'existence des ondes gravitationnelles qui a prouvé l'existence de leur source, c'est-à-dire des trous noirs, et en même temps a prouvé que les trous noirs peuvent coalescer, c'est-à-dire fusionner. Le boson de Higgs a été prédit en 1964 et détecté en 2012, et il a exactement les propriétés physiques qui avaient été préalablement insérées dans la théorie des interactions fondamentales. D'ailleurs, le boson de Higgs, il a à voir avec la question du temps, indirectement, puisque, comme vous le savez sans doute, en relativité, on ne peut associer un temps propre à un référentiel que s'il y a une masse associée à ce référentiel. Il n'y a pas de temps propre associé au photon, par exemple, qui n'a pas de masse. Or, le boson de Higgs, le champ qui lui est associé, plus exactement, c'est le champ avec lequel les particules élémentaires sont couplées, et c'est ce couplage qui engendre leur masse, donc leur temps propre. Et donc la découverte du boson de Higgs est une découverte qui nous dit des choses sur le temps, notamment le temps de la matière. Alors évidemment, le point de vue que j'avais choisi de suivre, c'était de regarder toutes les théories physiques, la physique de Newton, la physique d'Einstein, relativité restreinte, 1905, la relativité générale, théorie de la gravitation, 1915, la mécanique quantique, la théorie des champs, et d'essayer, c'est ce qui a donné le titre à ce séminaire, de deviner ce que les équations de la physique diraient si elles pouvaient parler. C'est une question en fait très compliquée, mais quand on est naïf, on fonce. La première question, c'est est-ce que si j'interroge des équations de physique, elles vont comprendre ce que je dis? Par exemple, si je prends les équations de Newton et je leur demande pour vous, le temps c'est quoi? Est-ce que c'est une phrase, même si elle était traduite dans le langage des équations, qu'une équation pourrait comprendre? C'est-à-dire, est-ce que les équations de Newton pensent le temps en tant qu'entité autonome par rapport au phénomène? Est-ce que les équations de Newton autorisent
qu'on extrait la variable t de l'équation dans laquelle on l'a inséré. Un peu comme Valérie le propose pour le mot. On prend le mot tout seul, on se demande qu'est-ce que c'est. Vous voyez que c'est des questions assez profondes. Est-ce qu'on peut penser le temps indépendamment des phénomènes temporels, etc. Et donc, si on fait ce travail, on obtient énormément de résultats. On s'aperçoit que notre langage, évidemment, ne dit pas le temps physique, dit autre chose. Et que, d'une certaine façon, si on veut dire le temps conformément à la physique, il faut pratiquement penser contre son cerveau, comme disait Bachelard, c'est-à-dire admettre des choses qui ne nous sont pas du tout évidentes et qui demandent, pour être acceptées, un travail critique de la pensée. Donc je vais dire tout à l'heure 2 ou 3 conclusions auxquelles on peut arriver quand on fait ce travail, mais avant je voudrais émettre une réserve que je n'ai pas préalablement suffisamment exprimée, en tout cas dans mes ouvrages ou dans mes propos. Pendant très longtemps, j'ai eu un discours dont je me rends compte maintenant qu'il était dogmatique. C'est-à-dire, je disais, regardez, la physique est efficace, plus que la sociologie, plus que la psychanalyse, plus que l'histoire. Et donc, c'est la physique qui a autorité pour parler du temps parce qu'elle a fait ses preuves. Et moi, je ne doute pas que la physique a fait ses preuves et qu'elle a donc une certaine autorité. La question, c'est est-ce qu'elle a autorité pour parler du temps ? Alors, vous savez que c'est Newton qui, le premier, a introduit la variable t dans un formalisme. Galilée l'avait utilisée pour décrire une loi physique élémentaire, la première loi physique de la physique moderne, la chute des corps. Galilée, dans un brouillon de 1604, écrit V, la vitesse de chute, est proportionnelle à la durée de la chute. Donc, plus un corps tombe depuis longtemps, et plus il tombe vite. Donc, l'accélération est constante. C'est la première apparition du paramètre temps dans une équation de physique. Newton, lui, va formaliser ça au sein de sa mécanique, dans les Principia. Il va dire que le temps s'écoule uniformément. Alors, dans le langage de Newton, uniformément, ça ne veut pas dire à vitesse constante comme pour nous, parce que le temps n'a pas de vitesse, contrairement à ce qu'on dit. Une vitesse, c'est une dérivée par rapport au temps. Donc, dire que le temps a une vitesse, ça voudrait dire que le temps décale son rythme d'écoulement par rapport à son rythme d'écoulement. Ça veut dire, par exemple, que le temps va plus vite que le temps. Bon. Donc, ça n'a pas de sens. Et donc, quand Newton dit uniforme, c'est une traduction de Madame du Châtelet, ce qu'il veut dire, c'est homogène. Il veut dire qu'en fait, le temps, le paramètre t, ne dépend pas du temps. C'est-à-dire que tous les instants du temps ont le même statut physique. Ou pour le dire en langage plus moderne, le temps ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. Ce qui vous permet à vous, et là je parle aux étudiants ou lycéens, d'écrire des équations de physique dans lesquelles il y a le paramètre t, dont on ne dit pas de quel instant il est question. L'équation, elle est vraie pour tous les instants du temps. Donc le fait que le temps ne dépende pas du temps dans les équations a des implications énormes, qu'à mon avis, on ne dit pas assez dans les enseignements qu'on produit. Mais ce temps de Newton, vous voyez bien qu'il est très très bizarre. D'abord, c'est un paramètre mathématique, une dimension, il est abstrait, et surtout, il est indépendant des phénomènes. C'est un temps qui n'est nullement et jamais affecté par ce qui se déroule en son sein. C'est-à-dire, quoi qu'il se passe dans le temps, ça n'affecte pas le temps, ni l'espace d'ailleurs. Et donc, c'est un temps complètement séparé des choses, des objets physiques, des phénomènes. C'est un temps qui mène sa vie indépendamment de l'espace, indépendamment de la matière, indépendamment des objets. C'est un temps auquel il serait inutile d'attribuer un qualificatif. C'est le temps. Vous voyez bien que dans notre façon de parler du temps, nous n'hésitons pas à lui donner des attributs. Le temps biologique, le temps psychologique, le temps cosmologique, le temps libre, etc. Autrement dit, nous parlons comme s'il existait autant de sortes de temps qu'il y a de phénomènes temporels. Ce qui fait une sorte de prolifération. C'est pour ça que quand on organise des colloques sur le temps, c'est toujours compliqué. On fait d'abord parler le philosophe, le temps des philosophes,
un astrophysicien qui nous parle du temps du cosmos, puis un physicien des particules qui nous parle du temps quantique, puis ça. Bref, nous inventons au moins autant de temps différents qu'il y a de disciplines différentes. On peut même se demander si ce n'est pas la taxinomie des disciplines que nous projetons sur le temps. Newton vous dit, mais non, il n'y a pas d'adjectif. Il n'y a qu'un seul temps, au sein duquel se déroulent des phénomènes qui peuvent avoir des temporalités différentes. Donc des rythmes, etc. Il peut y avoir des rythmes biologiques, par exemple. Mais le fait qu'il y ait des rythmes biologiques ou qu'il y ait des rythmes psychologiques n'affecte nullement le temps. Tous ces rythmes se déploient dans le même temps, qui est le temps newtonien. Là, je vais donner un adjectif pour être clair. Okay. Mais la question qui, à mon avis, n'a pas de réponse claire, c'est pour ça qu'elle n'est jamais posée, c'est par quel stratagème intellectuel et par quelle image préalable ou préconçue du temps Newton a-t-il décidé d'appeler cette variable le temps? Le temps Newton ne ressemble pas au temps que nous disons. Il ne ressemble pas au temps que nous pensons. Pourquoi Newton a nommé temps quelque chose qui ne ressemble pas au temps? Alors j'ai interrogé des historiens. C'est une question que je me suis posée il y a peu de temps, donc je n'ai pas interrogé beaucoup d'historiens. Mais ça va venir, et j'espère un jour avoir la réponse. Si vous lisez les Principia de Newton, vous n'avez pas la réponse à cette question. Pourquoi est-ce que Newton a appelé temps cette chose qui ne ressemble pas au temps? Autrement dit, dans le fait de dire, comme je l'ai professé longtemps, que la physique a autorité pour parler du temps, il y a au départ de ce raisonnement un arbitraire sémantique qui vient du fait que Newton a nommé temps quelque chose qui n'a pas les propriétés que nous attribuons au temps. Alors on peut faire une expérience de pensée, on peut imaginer que Newton ait choisi d'appeler cette variable non pas temps mais truc, enfin trick en anglais. Et puis l'espace c'est pareil, l'espace il n'a aucune des propriétés qu'on attribue au lieu. Il l'aurait appelé bidule. Et donc s'il avait fait ce choix d'appeler truc ce qu'on appelle temps, et bien en 2016, il y aurait des colloques de physiciens qui parleraient du statut de truc, enfin de bidule truc depuis Einstein, tandis que des philosophes, des sociologues, des psychologues continueraient de faire des colloques sur le temps sans jamais se préoccuper de ce que les physiciens ont pu découvrir. Donc, vous voyez, cet arbitraire sémantique m'a fait rentrer en crise dans un train. C'est dans un train que je me suis posé la question. J'ai eu une crise existentielle. Je me suis dit, est-ce que je n'ai pas travaillé pour rien? Voilà. Mais c'est une question en fait plus profonde. Avec votre collègue dans le tramway, je discutais, il me posait la question de savoir si est-ce que le temps pourrait être discontinu. Dans toutes les théories physiques, disons ordinaires, relativité générale, relativité restreinte, théorie des champs, etc., le temps est une variable continue. Et donc la question est, est-ce qu'on pourrait imaginer un temps discontinu, c'est-à-dire un temps dont l'écoulement se produirait de temps en temps? Avec la question, combien de temps durent les périodes où il n'y a pas de temps? Mais bon, ça c'est... Voilà, on peut ensuite tomber sur des espèces d'apories comme ça qui viennent critiquer l'idée. Mais en fait, il n'y a pas de réponse simple à cette question. Autrement dit, quand vous établissez une nouvelle théorie physique, par exemple pour unifier les interactions fondamentales, théorie des cordes ou autre, vous avez affaire parfois à des nouvelles variables qui s'introduisent spontanément ou dérivent d'autres choses dans les calculs. Mais qu'est-ce qui vous autorise à dire qu'une nouvelle variable, qui a tel statut, un opérateur par exemple, ou une géométrie non commutative, qu'est-ce qui vous permet de dire que cette géométrie-là représente le temps? Autrement dit, pour dire que le temps est le temps,
C'est-à-dire, pour le reconnaître comme temps dans un formalisme, il faut déjà le connaître. Et ça ramène à la question de Newton. Est-ce que Newton connaissait déjà le temps, au point qu'il l'a reconnu, ou est-ce qu'il a baptisé cette variable un peu au hasard? Et je reviens justement à cette variable truc, disons. Vous voyez que c'est quand même un truc, j'allais dire c'est un truc mystérieux, mais en effet c'est très mystérieux. D'abord parce que Newton ne nous dit pas ce qui fait que le temps passe. Bon, est-ce qu'il est vrai que le temps passe? Première question, est-ce qu'il est vrai que le temps passe? Alors, évidemment que le temps passe puisqu'on n'arrête pas de dire qu'il passe. Mais, en fait, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que le temps passe? Il n'y a pas de définition du temps. Puisqu'à chaque fois qu'on propose une définition du temps, on le rapporte à autre chose qui, en fait, ressemble à lui-même. Définir un concept, c'est le rapporter à un concept plus fondamental que lui. Et quand vous regardez, quand vous lisez toutes les définitions du temps qui ont été proposées, vous voyez que toutes présupposent l'idée de temps. Et donc, ces définitions ne sont pas des définitions, qui sont des tautologies, des métaphores, des façons de parler, etc. Quand quand Aristote dit le temps, c'est le nombre du mouvement selon l'avant et l'après. Bon, pour définir un avant et un après, il faut quand même avoir une idée de temps. Quand Platon dit que c'est l'image mobile de l'éternité immobile, il y a déjà le temps qui est là. Quand Giono dit c'est ce qui passe quand rien ne se passe, il est là aussi. D'accord? Et donc il n'y a pas de définition du temps. Par contre, on peut lui attribuer une fonction. Par exemple, je peux faire l'hypothèse, c'est vraiment une hypothèse, que le temps est cette chose de nature inconnue qui renouvelle l'instant présent, pour moi. Le temps est cette chose qui fait que pour moi, il existe toujours un instant présent, c'est-à-dire que c'est cette chose qui, dès qu'un instant présent se présente, le fait disparaître, l'envoie dans le passé, pour le remplacer aussitôt par un autre instant qui est différent, tout en ayant le même statut. Donc je vais supposer que le temps fait cette chose. Mais s'il fait cette chose, alors est-ce que j'ai le droit de dire qu'il passe? Ben non, parce que ce renouvellement ne cessant jamais, le temps qui en est l'acteur ne passe pas. En fait, le temps fait passer la réalité. Et donc, vous voyez que si je prends cette fonction pour le temps, en disant que le temps passe, je commets la même erreur que celle que je commettrais si je disais qu'un chemin chemine. C'est-à-dire, je confonds l'objet et sa fonction. Un chemin ne chemine pas, il permet à des promeneurs de cheminer. Le temps ne passe pas, il fait passer la réalité. Donc vous voyez, on peut aboutir à des trucs un peu bizarres. Et d'ailleurs, le temps de Newton, je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. Donc d'une certaine façon, il ne passe pas. Ce qui passe, ce sont les instants. Et le temps, lui, ne change pas à mesure qu'il renouvelle les instants. Un jour, j'avais parlé du temps, justement, à une classe de collège. Et une petite fille m'avait dit, enfin, c'est même pas un collège, c'était à l'école primaire. Une petite fille m'avait dit, mais monsieur, à force de passer le temps, il devrait trépasser. Et c'est une question très profonde. À force de passer, le temps devrait trépasser. Or, il est toujours là. Bon. Maintenant, quand vous examinez le statut de la variable t dans les équations de Newton, ou dans n'importe quelle équation de la physique d'ailleurs, cette variable que j'appellerais plutôt truc, là, dans les 5 minutes qui vont venir. Il y a une mathématicienne allemande qui s'appelle Emmy Noether, qui a démontré un théorème en 1918 qu'Einstein a salué comme un monument de la pensée mathématique. Bon, c'est un théorème assez général, mais je vais l'appliquer au cas qui m'intéresse. Elle a démontré que le seul fait de supposer que les lois physiques sont invariantes par translation du temps, autrement dit que les lois physiques sont les mêmes à tous les instants du temps, implique
la conservation de l'énergie. Donc en fait, quand Newton dit « mon temps, mon truc est homogène », ce qu'il veut dire, c'est que les lois physiques dans lesquelles cette variable est insérée ne changent pas au cours du temps. En termes techniques, les lois physiques sont invariantes par translation du temps. Donc celles que je vois agir aujourd'hui sont les mêmes que celles qui agissaient dans l'univers primordial. Oui, c'est un peu bizarre, d'ailleurs ça a beaucoup choqué Einstein. L'univers est en expansion, vous le savez. Les conditions physiques évoluent. Comment se fait-il qu'un univers dont les lois ne changent pas puisse évoluer ? Et il a fallu un certain temps pour comprendre que ce qui évolue quand on dit que l'univers évolue, ce ne sont pas les lois physiques qui évoluent, ce sont les conditions physiques. Donc la température, la densité de matière, la densité d'énergie, etc. C'est ça qui évolue, pas les lois. Et quand je parle des lois, je parle des lois physiques. Je ne parle pas des lois de la physique, celles qu'on trouve dans les livres de physique. Parce que celles-là, elles évoluent. Einstein, ce n'est pas Newton. Donc il y a une histoire des lois de la physique. Mais si Newton a raison, c'est-à-dire si le paramètre T est comme il le décrit, alors il n'y a pas d'histoire des lois physiques. Les lois physiques ont toujours été comme nous voyons qu'elles sont. Alors souvent les étudiants sont assez choqués quand on leur dit que les lois physiques n'évoluent pas, quand on leur dit qu'on utilise le fait qu'elles n'évoluent pas pour comprendre l'univers primordial. Après tout, comment est-ce qu'on a découvert le boson de Higgs? Il n'y a plus de boson de Higgs dans l'univers. Et donc pour le voir apparaître, il faut le créer. Comment est-ce qu'on le crée? On crée des collisions de protons à haute énergie dans un petit volume d'espace à haute énergie. Et dans ce petit volume vont se retrouver pendant une période très courte les conditions physiques de l'univers primordial. Très forte densité d'énergie, très haute température. Et comme les lois n'ont pas changé, nous allons voir apparaître dans le présent les phénomènes physiques qui se sont déroulés dans le passé. Et c'est comme ça qu'on a pu faire sortir du vide quantique, des bosons de Higgs qui étaient là, mais de façon virtuelle, un peu fatigués parce qu'ils n'avaient pas assez d'énergie. On les a fait sortir du vide en leur donnant l'énergie qui leur manque, parce que l'univers étant en expansion, la densité d'énergie baisse. Et donc toute la physique des particules explore le passé de l'univers en pariant sur l'invariance des lois physiques. Et ça peut sembler être un pari métaphysique, mais je pense que c'est un pari que vous faites tous les jours, presque inconsciemment, parce que j'imagine que si demain matin, lorsque vous appuierez à l'heure du petit déjeuner sur le bouton de votre four à micro-ondes, si vous constatez que, alors qu'il marchait bien ce matin, demain il ne marche plus, vous direz quoi? Vous direz il est tombé en panne. Or, il y a une autre possibilité, une autre hypothèse qui ne vous vient jamais à l'esprit, c'est que les lois de Maxwell, les équations de Maxwell qui ont servi à des ingénieurs pour dimensionner votre appareil, aient changé au cours de la nuit. Donc, nous vivons tous avec l'idée que les lois physiques ne changent pas, ce qui fait que les appareils tombent en panne. Voilà. Et moi, si j'étais réparateur, de temps en temps. Donc, vous voyez, ce temps newtonien est quand même très très spécial. Et finalement, dans l'expérience quotidienne, nous n'avons de rapport à lui que dans les expériences d'ennui mortel. C'est quand il ne se passe rien, quand on n'a aucune attente, aucune distraction, aucun divertissement, que nous chiquons du temps pur. Nous sentons le temps newtonien qui passe, alors que dans la vie courante, eh bien, le temps newtonien est habillé par toutes sortes de phénomènes qui masquent son apparence réelle. On n'est en somme jamais vraiment en phase avec le temps newtonien. Et notre façon de dire le temps renvoie beaucoup plus à ce par quoi nous l'habillons qu'au temps même.
Alors évidemment, si je voulais aller plus loin, il faudrait que je vous raconte toute l'histoire de la physique depuis Newton, en passant par Boltzmann, Einstein, etc. Ce que je ne vais pas avoir le temps de faire, je vais simplement vous raconter quelques étapes intéressantes. La première, c'est le milieu du XIXe siècle. La physique de Newton est maintenant bien comprise, elle a eu des grands succès, notamment dans le domaine de la mécanique céleste. On a pu prédire l'existence d'une nouvelle planète grâce à Newton. On regarde la trajectoire de la planète Uranus, on voit que cette trajectoire est conforme à celle qu'on peut obtenir par le calcul, à une petite différence près, qu'on explique en disant qu'il doit exister une autre planète qu'on n'a jamais vue, qui, si elle existe, aura un effet gravitationnel sur Uranus, de telle sorte que le petit écart sera expliqué par la gravitation. On fait des calculs, Arago, Le Verrier, Adams en Angleterre. Alors c'est étonnant, après il n'y a pas très longtemps, les calculs de Le Verrier sont faux, les calculs d'Arago sont faux, les calculs d'Adams sont faux, mais ils donnent le bon résultat. Bon, et ils ont été présentés à l'Académie des sciences a été sceptique, vexé, Le Verrier a envoyé ses calculs à Gall, qui était un astronome allemand, qui lui, le soir même, pointe son télescope dans la direction indiquée, voit un objet qu'il n'avait jamais vu, attend la nuit pour vérifier que cet objet bouge, et le lendemain matin déclare qu'il a découvert une nouvelle planète qui va s'appeler Neptune. La première fois qu'on prédit par le calcul une nouvelle planète. Et donc la théorie de Newton, gravitation mais aussi mécanique, est une théorie qui a vraiment la confiance des ingénieurs, des physiciens, des astronomes. Mais en même temps, depuis quelques décennies, se développe une nouvelle physique qui est plutôt découverte par des ingénieurs qui font des expériences, mesurent des rendements, construisent des machines à vapeur, etc. Et ces ingénieurs, petit à petit, agrègent des lois qui vont se trouver rassemblées sous une nouvelle forme qu'on appelle la thermodynamique. Et on finit par se rendre compte que le statut du temps dans les équations de la thermodynamique n'est pas du tout le même que celui qu'il a dans les équations de Newton. Dans les équations de Newton, je pense que vous connaissez ça par cœur, si on change le signe de la variable temps, autrement dit, si on fait comme si le temps s'écoulait à l'envers, les équations sont invariantes. Changer t en moins t, ça n'est pas remonter le cours du temps. C'est changer le signe des vitesses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dynamique associée à ces lois est réversible. Ça veut dire par exemple que si je filme avec un caméscope une collision de deux boules de billard et que je projette le film obtenu à l'envers, en déroulant le cours du temps à l'envers, je verrai sur l'écran une autre collision que celle que j'ai filmée. Les directions incidentes et les finales seront inversées. Si j'ai filmé ça, par exemple, le film à l'envers me montrera ça. Donc je verrai sur l'écran une autre collision que celle que j'ai filmée. Mais ce que dit le fait que les équations de Newton soient invariantes quand on change t en moins t, c'est que la dynamique du phénomène que je vois sur l'écran est la même que celle du phénomène que j'ai filmé. Autrement dit, ce que je vois sur l'écran est tout aussi physique que ce que j'ai filmé, et je pourrais d'ailleurs réaliser cette collision telle que je la vois sur ma table de billard. Ok ? Donc les équations de Newton sont réversibles en temps, comme on dit, alors que les équations de la thermodynamique ne le sont pas. Par exemple, l'équation de la chaleur, que vous connaissez sans doute, enfin peut-être, c'est assez facile de voir que l'équation de la chaleur, quand vous changez t en moins t, elle n'est pas invariante. Et le fait qu'elle ne soit pas invariante peut se dire en remarquant que si le phénomène que je filme est un phénomène dans lequel il y a de la chaleur qui s'échange entre un point chaud et un point froid, donc du point chaud vers le point froid, si je filme le phénomène
et je le passe à l'envers, je verrai sur l'écran un phénomène dans lequel la chaleur va du froid vers le chaud. Et ça, c'est pas possible. Et donc, l'inverse temporel d'un phénomène thermodynamique est impossible. Et donc, il y a une contradiction entre la thermodynamique et la mécanique du point de vue de la réversibilité. Et cette contradiction, qu'on a appelée le paradoxe de la réversibilité des équations de la mécanique, va durer pratiquement 50 ans, peut-être un peu moins, et il va opposer des physiciens en Allemagne, en France, et à la fin, il sera d'une violence inouïe. Parce qu'en fait, l'argument de ceux qui voulaient privilégier la thermodynamique par rapport à la mécanique, qu'on appelait les énergétistes, c'était des gens qui disaient, mais finalement, dans la vie courante, les phénomènes auxquels on assiste sont irréversibles. Si je filme mes vacances et que je passe le film à l'envers, je vois tout de suite que le film est à l'envers. Donc, ce sont les équations de la thermodynamique qui sont les mieux à même de rendre compte du monde empirique. Alors que les équations de Newton, elles valent pour les planètes, pour des systèmes idéaux, mais pas pour la vie, la vraie vie. Bon, ils vont argumenter ça de toutes sortes de considérations philosophiques, que la matière est une illusion, que ce qui compte c'est l'énergie, on appelle ça l'énergétique. Bon, c'est un débat absolument passionnant. Je ne vais pas m'étendre parce que justement c'est passionnant. Il ne faut jamais parler des choses passionnantes parce que, comme disait mon ami André Braic, qui est décédé lundi, les choses passionnantes rendent bavard. Donc il faut les éviter. Donc je passe. Mais la question qui était posée finalement, la question qui était posée, c'était qu'est-ce qu'on doit faire quand il y a une contradiction entre une théorie physique et des mesures, des résultats d'expérience et des observations. Le réflexe qu'on a toujours, c'est de dire les faits ont raison, s'ils contredisent la théorie, c'est que la théorie est fausse. Eh ben non. Ça, c'est ce que disaient les énergétistes. Les phénomènes sont irréversibles, les équations de la thermodynamique sont irréversibles, celles de la mécanique sont réversibles, donc elles sont fausses. Mais Boltzmann, lui, dit « Ah, c'est peut-être pas si simple. Le pari de la physique, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. C'est-à-dire, on peut expliquer ce qu'on voit par des lois qui disent le contraire de ce qu'on voit. » L'exemple qui marche le mieux, c'est la chute des corps. Les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. C'est ce qu'on voit. Galilée dit oui, c'est ce qu'on voit, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qu'on voit est vrai? Et il démontre que non. Il démontre sans faire d'expérience, il n'est jamais monté à la tour de Pise, comme vous savez, ça c'est de la légende des positivistes. Il a démontré par un argument logique qu'il est impossible que la loi qui dit que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers soit vraie. C'est impossible. Parce que si c'était vrai, ça conduirait à des situations paradoxales. Par exemple, je prends cette bouteille, dont vous m'accorderez qu'elle est plus lourde que ce verre. Je mets une ficelle qui relie le verre à la bouteille. Ça forme un ensemble qui est plus lourd que la bouteille. Je laisse tomber cet ensemble. Si les corps lourds tombent plus vite que les corps légers, cette bouteille couplée au verre va tomber plus vite que la bouteille toute seule. D'accord? Mais en même temps, pendant la chute, le verre qui tombe moins vite va tendre la corde et faire parachute. Et donc il va freiner la bouteille, qui va tomber moins vite. Donc ça tombe plus vite et ça tombe moins vite. Pas possible. Donc il y a une contradiction logique dans cette loi que Galilée a vue. Il a fait une expérience de pensée, c'est celle que je viens de raconter, et il a montré que ce n'était pas possible. En fait, la seule façon de résoudre le paradoxe, c'est de dire que la bouteille tombe à la même vitesse que le verre, ce qui n'est pas ce qu'on voit. Et une fois que vous croyez à cette loi, vous devez réinterroger l'observation pour voir ce qui se passe. Et voir que quand vous faites
l'expérience, c'est pas dans le vide, il y a d'autres forces qui agissent, qui font que c'est la bouteille qui va tomber plus vite que le verre, mais ces forces ne sont pas la gravitation. La gravitation, elle fait tomber tous les corps à la même vitesse. Et donc, quand il y a une contradiction entre une loi et un phénomène, c'est pas forcément la loi qui a tort. Ça peut être le phénomène qui est mal compris. Et là, Boltzmann fait un calcul génial dans lequel il imagine que les gaz, par exemple, sont formés d'atomes. Bon, ça nous paraît banal de dire que les gaz sont formés d'atomes. Sauf qu'à l'époque, les gens ne croyaient pas à l'atome. Donc Boltzmann dit, imaginons que les gaz sont formés d'atomes. Imaginons que les atomes qui sont dans le gaz subissent des forces décrites par les lois de Newton, réversibles. Alors je peux montrer que s'il y a beaucoup d'atomes, leur comportement sera irréversible, alors même que les lois qui le décrivent sont réversibles. Autrement dit, un phénomène peut manifester des propriétés qui ne sont pas dans les lois qui le décrivent. Évidemment, pour que ça soit acceptable, il faut accepter l'idée d'atome. C'est ce qu'on appelle une solution ontologique. C'est-à-dire, on ajoute quelque chose au réel pour établir l'accord entre la loi et le phénomène qu'on ne comprenait pas par la loi. Un peu comme on l'a fait tout à l'heure avec Uranus et Neptune. Il y a un désaccord avec Uranus, on ajoute Neptune, et il n'y a plus de désaccord. Donc on résout la contradiction par une solution ontologique. Et comme vous le savez, c'est Boltzmann qui avait raison. La thermodynamique est une mécanique statistique. L'atome, on l'a découvert expérimentalement en 1906, grâce aux expériences de Jean Perrin, reprenant les calculs d'Einstein de 1905. Et 1906, c'est l'année où Boltzmann, qui croyait à l'atome mais était harcelé par ses opposants, s'est suicidé. Pas uniquement à cause du harcèlement, mais disons que ça n'a pas aidé. Il s'est suicidé juste avant qu'on publie la découverte de l'atome. Et vous voyez que ce n'est pas simple ces questions, parce que il y a aussi la planète Mercure. Mercure, c'est la planète la plus proche du Soleil. On regarde sa trajectoire. Et alors là, on voit que la trajectoire de Mercure, c'est vraiment celle qu'on calcule. Hein. Mais il y a quand même un tout petit truc. Le tout petit truc, c'est que le périlé de Mercure, donc le point le plus proche du Soleil, il avance, rotation après rotation, de Mercure autour du Soleil, il avance de 43 secondes d'arc par siècle. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, 43 secondes d'arc, c'est un angle qui correspond à l'épaisseur d'un cheveu que je vois depuis une distance d'1 mètre. Autrement dit, c'est 0. C'est ce que disent beaucoup de gens, c'est 0. On leur fait remarquer que non, c'est pas 0, c'est 43 secondes d'arc par siècle. Alors, on appelle ça une anomalie. Une anomalie. Rebelote, petite contradiction entre les calculs et la trajectoire mesurée. Ben, on fait comme on a fait pour Uranus. On est même tellement sûr de soi qu'on baptise la planète responsable de ce petit désaccord avant de la trouver. On la baptise Vulcain. On refait les calculs, on calcule sa trajectoire, sa position à un instant donné. On pointe les télescopes. Rien. Rien, alors bon, c'est pas grave, ça doit être une planète diffuse, du gaz. Du gaz. Bon. Solution ontologique. Puis arrive un gars qui dit non, non, ce truc-là ne pourra être guéri que par une solution législative. Pas ontologique. C'est pas en rajoutant des machins qu'on va s'en sortir. Il faut changer la loi. La loi de la gravitation. Et ce gars, il s'appelle Einstein. Voilà. Et Einstein, il a un peu travaillé sur le temps, donc il n'est pas hors sujet. Hein. Mais lui, il se pose des questions assez incroyables. En 1895, par exemple, il a 15 ans. Il a fui son lycée à Munich. Il a retrouvé ses parents en Italie. Et pendant 8 mois, il n'est pas scolarisé.
Mais il se pose des questions, qu'il faudra résoudre au cours de son existence. Et il écrit un petit texte de 5 pages à son oncle Jacob, que j'ai retrouvé, enfin que j'ai lu. Et c'est un texte dans lequel toutes les questions qu'il évoque sont des questions qui sont relatives à la lumière. Alors on pourrait dire, on lit d'ailleurs souvent cela, que Einstein se posait des questions d'enfant. Bon, moi je veux bien, sauf que je ne connais pas d'enfant qui se pose des questions d'enfant d'Einstein. Voilà. Par exemple, à 15 ans, il dit, bon, la lumière est faite d'ondes électromagnétiques, Maxwell l'a montré, Hertz a découvert ces ondes électromagnétiques, la lumière va à la vitesse de la lumière, très bien. Il a 15 ans, et dans cette lettre, il dit, mais imaginons que la lumière émette de la lumière. Quelle est la vitesse de la lumière émise? Alors c'est peut-être 2 fois la vitesse de la lumière. Mais si la lumière émise émet à son tour de la lumière, ça fait 3 fois, etc. Et donc on fabrique un escalier cinématique vers l'infini. Il y a un problème, c'est bizarre. 1 an plus tard, quand il est à Arao, il va mettre son corps dans l'affaire et il va se dire, mais qu'est-ce qui se passerait si j'étais à cheval sur un rayon lumineux? Vous connaissez l'histoire. Donc, il prend au sérieux les équations de la physique. La physique vous dit que les ondes électromagnétiques sont faites, la lumière est faite d'ondes électromagnétiques, donc, qui se propagent dans l'espace en faisant vibrer l'éther luminifère. Donc, je suis à cheval sur un rayon. Qu'est-ce que je vois? Je vois ce que je vois, par exemple, quand je suis en train de faire du surf sur une vague. Et quand je fais du surf sur une vague, je suis sur la crête de la vague. La vague qui est devant moi, elle est immobile par rapport à moi, puisque j'avance avec elle. Et celle qui est derrière moi est également immobile. Donc quand je fais du surf, les vagues m'apparaissent comme un système d'ondes stationnaires, d'ondes immobiles, si vous préférez. Or, Einstein fait remarquer qu'il n'existe pas de solution stationnaire des équations de Maxwell. Donc, il a 15 ans, il a 16 ans. Donc il se dit, mais alors de 2 choses l'une. Ou bien l'expérience que j'ai imaginée est impossible, ou bien les équations de Maxwell sont fausses. 10 ans plus tard, il va répondre par la théorie de la relativité restreinte, qui dit que, d'une part, la lumière existe par elle-même, elle ne se propage pas en faisant vibrer l'éther qui serait son support, elle se propage dans le vide. Donc la lumière est un vrai objet physique et non pas un mode de vibration d'une entité ou d'un milieu qui existerait indépendamment d'elle. Et surtout, il dit que l'expérience qu'il avait imaginée est impossible. C'est-à-dire que quelle que soit votre vitesse dans l'espace, la lumière par rapport à vous va à la vitesse de la lumière. C'est même pas la peine de le courir après. Quelle que soit votre vitesse, même si votre vitesse dans l'espace est proche de celle de la lumière, si vous êtes à la vitesse de la lumière moins epsilon en train de courir, la lumière par rapport à vous ira à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire exactement à la même vitesse que si vous étiez au repos. Donc l'expérience qu'il avait imaginée est impossible. Donc, vous voyez, le génie d'Einstein, c'est ça, c'est de poser des questions simples, mais d'en tirer toutes les conséquences et de ne jamais rien lâcher. Dans l'article sur la relativité de juin 1905, au début, il dit que l'éther n'existe pas, donc il en tire les conséquences. Mais dès la page 2, il explique aux gens qui vont lire son article, c'est Max Planck, les grands physiciens qui étaient dans les référies de la revue allemande Annalen der Physik, qui était la grande revue de l'époque, il prend une page pour leur expliquer ce que veut dire lire l'heure. Alors il pose la question, page 2. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare, quand je suis à la gare? Il répond. Ça veut dire que la petite aiguille de ma montre pointe sur le chiffre 7 au moment où le train arrive à quai. Merci, monsieur Einstein. Après, deuxième question. Qu'est-ce que je veux dire si je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare de Strasbourg si je suis à Lyon?
là, c'est moins net. Il faut échanger un signal, il faut un protocole, il faut qu'une information soit transmise. Comment, à quelle vitesse? Si, grâce à une lunette, j'arrive à voir l'horloge de Strasbourg depuis Lyon, est-ce que si je lis 7 heures sur l'horloge de Strasbourg, il est 7 heures à Strasbourg? Ça devient compliqué. Troisième question. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare de Strasbourg si je suis en déplacement par rapport à la gare de Strasbourg? Et là, tout le monde est mort. Voilà, petite question, toute petite question. Et c'est ça qui va l'amener à la théorie de la relativité, qui va en effet changer la structure de l'espace et du temps, montrer que finalement l'espace ne peut pas laisser le temps au temps. C'est-à-dire que quand vous changez de référentiel, il y a une partie de ce que vous appelez l'espace qui devient du temps et une partie du temps qui devient de l'espace. Et il y a des équations qui vous disent comment ça se passe, mais vous n'avez pas le droit de parler de l'espace et du temps sans préciser depuis quel référentiel vous le faites. Vous ne pouvez pas parler du temps dans l'absolu ni de l'espace dans l'absolu. C'est ça la grande leçon de la relativité restreinte. J'ai combien de temps encore? 6 heures du matin. Non, mais je ne veux pas trop parler de la relativité restreinte, sauf pour dire une chose. Dans beaucoup de manuels de philosophie, ou même des manuels de vulgarisation, on résume la théorie de la relativité restreinte en disant qu'elle démontre que la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Vous avez déjà lu cette phrase. Donc, la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Je suis en terminale, je lis cette phrase. La vitesse d'écoulement du temps, je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas ce que c'est. Mais on peut imaginer que des inspecteurs d'académie sauraient définir la vitesse d'écoulement du temps. Maintenant, j'essaie de comprendre le sens de cette phrase. La vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse d'écoulement. Par exemple, je prends un livre. Je prends un livre dans mes mains et je le lis. Et je regarde à ma montre, j'en ai deux parce qu'il y en a une que je n'aime pas mais en laquelle j'ai confiance, et j'en ai une autre que j'aime et en laquelle je n'ai pas confiance. Donc je regarde le temps qu'il me faut à ma montre pour lire ce livre. Je trouve 2 heures, par exemple. Ensuite, on me propose de partir dans une navette, une fusée, explorer une galaxie à 150 000 km par seconde, c'est-à-dire la moitié de la vitesse de la lumière. On est dans la fiction. Hein. Évidemment, j'emporte avec moi des livres. J'emporte avec moi mes montres. Et dans la fusée, je me mets à lire un livre. Et je me souviens de ma phrase apprise en terminale. La vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Je suis à 150 000 km par seconde. Donc je suis en déplacement dans l'espace. Donc la vitesse d'écoulement du temps, pour moi, va changer. De sorte que la durée qu'il me faudra pour lire mon livre, ça ne sera pas 2 heures. D'ailleurs, la phrase ne dit pas si c'est plus long ou moins long. Mais je m'attends à ce qu'à ma montre, il me faille plus que 2 heures, ou moins que 2 heures pour lire un livre. Eh bien, si je fais l'expérience, je constate qu'il me faut 2 heures. Donc cette phrase nous trompe. Cette phrase dit le contraire, ou nous fait penser le contraire de ce que dit la théorie de la relativité. La théorie de la relativité, le principe de relativité, on doit à Galilée, pas à Einstein. Einstein, il a changé sa formulation, son application quand on change de référentiel. Mais l'énoncé du principe, c'est Galilée. Que dit Galilée? Il dit 2 phrases géniales. Premièrement, le mouvement est comme rien. C'est-à-dire, quand je suis en mouvement, tout se passe comme si je n'étais pas en mouvement. Ce qui permet de prendre le train. Imaginez que les lois physiques dans le train ne soient pas les mêmes qu'à la gare. C'est parce que les lois physiques ne changent pas quand on se déplace, qu'on est en mouvement, qu'on peut se déplacer. Deuxième phrase de Galilée, l'immobilité est un mouvement partagé. Moi, je suis immobile par rapport à vous, là. Ça ne veut pas dire qu'on soit immobile.
fait, par rapport au Soleil, on circule tous ensemble là, à 29 000 km par seconde, je crois. Par heure, non? Par heure. 29 000 km par heure. Et le Soleil lui-même, il se déplace par rapport au Soleil. Bref, l'immobilité n'est jamais qu'un mouvement partagé. Et donc, quand je suis dans ma fusée, pour moi qui suis en mouvement, tout se passe comme si je n'étais pas en mouvement. Et donc, mon temps propre n'est pas affecté par le mouvement. La différence entre Einstein et Galilée, c'est que lorsque je reviendrai de ce voyage, qui n'aura pas affecté mon temps propre, vous serez tous morts. Ça ne veut pas dire que j'aurai vécu plus longtemps que vous. À ma montre, je vivrai, j'espère, 100 ans, et vous aurez vécu 100 ans. Simplement, ce que dit la théorie de la relativité, c'est non pas qu'il y a un temps unique dont la vitesse d'écoulement dépendrait de la vitesse de l'observateur. Ce qu'elle dit, c'est qu'il y a autant de temps propre qu'il y a d'observateurs différents. J'ai mon temps propre, vous avez votre temps propre. Nos temps propres coïncident, mais c'est simplement parce que nos vitesses de déplacement sont très petites par rapport à la vitesse de la lumière. Et donc, quels que soient nos mouvements dans l'espace, quand nous nous retrouvons, nos montres sont synchrones. Mais si on était comme des électrons et si nous pouvions aller très très vite, nous ne pourrions pas prendre rendez-vous, puisque nos temps propres se désynchroniseraient comme ils le font dans l'expérience que j'ai imaginée. D'accord ? Donc, vous voyez, il faut se méfier de ces phrases. Le sujet, c'est qu'est-ce que diraient les équations de la physique si elles pouvaient parler du temps? Elles ne diraient pas cette phrase. Voilà. Qu'on trouve partout sur Internet, mais comme le disait Einstein, le problème avec les citations qu'on trouve sur Internet, c'est qu'on n'est jamais sûr qu'elles soient authentiques. Voilà. Alors pour finir, je n'ai pas du tout parlé de causalité, de physique quantique, de physique des particules, d'antimatière, parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Mais juste pour finir, avant qu'on discute, vous savez qu'Einstein, quand il publie ses 5 papiers incroyables de 1905, n'a toujours pas de poste à l'université. Donc il passe d'un statut d'ingénieur de troisième classe, à un statut d'ingénieur de deuxième classe. Et en 1907, un physicien allemand qui s'appelle Stark lui demande d'écrire un article de synthèse sur la relativité restreinte. Une sorte de document de référence où il intègre à la fois son article, mais aussi les commentaires qu'il a eus, les nouvelles formulations qu'il souhaite expliciter, etc. Et c'est en écrivant cet article qu'Einstein se pose la question de la gravitation. Est-ce que je peux mettre la gravitation dans la relativité restreinte? Il voit que ce n'est pas simple parce que, d'après Newton, si je mets 2 masses dans l'espace, dès qu'elles sont installées dans l'espace, la force de gravitation les attire instantanément. Alors que la théorie d'Einstein dit qu'un signal ne peut pas se propager plus vite que la lumière. Donc il y a une espèce de contradiction entre la relativité restreinte et la loi de Newton pour la gravitation. Il réfléchit à ça. Et vous savez, Einstein, c'est quelqu'un qui réfléchissait avec son corps, c'est-à-dire il essayait de mettre en scène son corps, un peu comme il l'avait fait pour l'expérience du rayon lumineux. Et il raconte dans ses mémoires qu'en novembre 1907, après le repas, il faisait une sorte de petite sieste, il était assis sur son tabouret, mais il n'était pas complètement endormi, c'était des sortes de rêves semi-éveillés, il était conscient, mais il rêvait des choses. Il rêvait consciemment des choses, si on peut dire. Et il écrit: j'étais assis sur mon tabouret, et j'ai eu ce jour-là l'idée la plus heureuse de ma vie. Alors, on se dit, mais qu'il a décidé d'épouser Mileva, ou je sais pas. Non. L'idée la plus heureuse de la vie d'Einstein, c'est: j'ai compris qu'une personne en chute libre ne sent pas son propre poids. Ça, c'est le bonheur selon Einstein. Cette idée me fit une grande impression, point. Elle me mena 8 ans plus tard vers une nouvelle théorie de la gravitation. En fait, ce qu'il a compris, c'est un truc que n'importe qui peut comprendre et qu'on peut lire directement dans les équations de Newton. Parce que si vous tombez en chute libre, vous tombez sous l'effet de votre poids.
C'est votre poids qui vous fait tomber, donc c'est votre poids qui est la cause de votre chute. Mais maintenant, pendant que vous tombez, si vous sortez votre portefeuille, vous le lâchez. Comme tous les corps tombent à la même vitesse, Galilée, si vous lâchez votre portefeuille, par rapport à vous, il ne tombe plus. Ça veut dire que la gravité est une cause qui produit des effets qui annulent la gravité. C'est-à-dire le fait de tomber sous l'effet de l'apesanteur vous met en apesanteur. Alors, c'est quoi ce truc-là? L'effet peut annuler la cause. Et il dit c'est pas clair. C'est pas clair. Vous voyez que ça, n'importe qui aurait pu imaginer cette expérience de pensée. On dit qu'il est allé interroger un couvreur qui était connu dans Berne parce qu'il était tombé d'un toit de 5 étages, dans du foin. Et je lui ai dit, alors, pendant que vous tombiez là, vous avez senti votre poids? Donc, et Einstein va énoncer ce qu'on appelle le principe, enfin ce qu'il appelle le principe d'équivalence. À savoir qu'il y a une équivalence entre la gravité et l'accélération. Une accélération peut annuler la gravité et une accélération peut mimer la gravité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends une capsule, par exemple, ça c'est une capsule, il n'y a pas de hublot qui me permette de voir l'extérieur. À l'intérieur de la capsule, je mets un physicien auquel je donne des balles de tennis, de ping-pong, des objets de différentes masses. Première expérience, je le mets à la surface de la Terre. Et le gars va lancer ses balles. Et il va dire, tiens, si je suis dans un champ de gravité, c'est la gravité terrestre, il va retrouver les lois de Newton s'il est doué, etc. Deuxième expérience, je suis loin de tout objet massif, en dehors de tout champ de gravitation. Simplement, cette capsule, je la fais tirer par un super-héros qui l'accélère, qui la tire avec une accélération constante, égale à l'accélération de l'apesanteur. Donc, la capsule, elle ne cesse pas d'être accélérée. Le physicien, il est à l'intérieur, il ne voit pas l'extérieur, il a ses balles, il voit qu'elles tombent vers le sol, avec une accélération qui est égale à l'accélération de l'apesanteur. Ce que dit le principe d'équivalence d'Einstein, c'est qu'il n'existe aucune expérience de physique qui permette au type qui est dans la capsule de dire qu'il est là ou qu'il a accéléré là. Les deux situations sont équivalentes. Et c'est cette équivalence-là qui va le mener à la théorie de la relativité générale, dont on a célébré le centenaire l'an dernier. Et pour m'arrêter, je te raconte juste une dernière anecdote pour montrer à quel point il a de la suite dans les idées. À Prague, son premier poste universitaire, c'est Prague, 1911. À Prague, il y a des ascenseurs, la ville a été électrifiée, il y a des ascenseurs, etc. Et Einstein refait une expérience de pensée. Il imagine encore son corps dans un truc. Et là, son corps est dans un ascenseur, accéléré vers le haut, et il perce un trou dans une paroi de l'ascenseur, et il y a un rayon lumineux qui entre. Le rayon lumineux entre parallèlement au plancher. La vitesse de la lumière est finie, donc il faudra au rayon lumineux un certain temps pour traverser l'ascenseur. Pendant ce temps de traversée, l'ascenseur monte en étant accéléré. Donc, le point d'impact de la lumière sur l'autre paroi sera plus bas que le point d'entrée. Donc, moi qui suis dans l'ascenseur, je vois que la lumière dans l'ascenseur a une trajectoire courbe. Jusque-là, il n'y a rien de fulgurant. Maintenant, principe d'équivalence. La situation où j'étais, c'est l'ascenseur accéléré vers le haut. J'ai dit que c'est la même chose que quand le truc est immobile dans le champ terrestre. Donc si l'ascenseur est posé immobile à la surface de la Terre, je verrai la même chose que celle que j'ai vue dans l'ascenseur accéléré. Conclusion, la lumière est déviée par la gravitation, bien qu'elle n'ait pas de masse. Ça, c'est 1911. Il n'a pas les équations de la relativité générale. Il publie un papier où il dit ça, la lumière doit être déviée par la gravitation si le principe d'équivalence est juste. Évidemment, ça ne peut pas se vérifier en prenant l'ascenseur.
parce que la vitesse de la lumière est trop grande. Donc il a l'idée qu'avec une éclipse du Soleil, s'il y a l'éclipse du Soleil, évidemment, quand il n'y a pas d'éclipse, le Soleil nous aveugle et on ne voit pas les étoiles fixes qui sont dans sa direction. Mais s'il y a une éclipse, les étoiles fixes qui sont dans cette direction apparaissent. Et si la lumière est déviée par la gravitation, ben ces étoiles fixes auront une position pendant l'éclipse, quand le Soleil est sur la trajectoire, qui est différente de celle qu'elles ont lorsque le Soleil n'est pas dans la trajectoire. Et donc Einstein lance un appel aux astronomes pour aller voir une éclipse totale du Soleil. Et le premier qui répond, c'est un jeune Allemand qui s'appelle Freundlich, qui sait qu'il y a une éclipse totale qui est prévue en août 14 en Crimée. Donc il monte une expédition avec du matériel, il va en Crimée, mais il y va au mois d'août, août 14. C'est pas un bon plan. La Crimée était russe, donc les soldats du tsar l'arrêtent, confisquent le matériel, et la mesure n'est pas faite. Et heureusement, c'est le seul bon aspect de la guerre, hein, c'est qu'on a empêché la mesure de Freundlich. Pourquoi ? Parce que le calcul d'Einstein était faux d'un facteur 2. Il n'avait pas encore les équations de la relativité générale pour faire le bon calcul. Et il va présenter le bon calcul en novembre 1915. Et c'est après la guerre, en 1919, comme vous savez, qu'Eddington va faire la bonne mesure et va vérifier la prédiction d'Einstein. Voilà. Et donc, je vais m'arrêter là. Merci pour votre attention. Un grand merci. Je suppose que personne n'a vu le temps passer. Donc, oui, je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions. Donc, je vais passer dans les rangs et je propose qu'on commence de suite. Voilà, monsieur. Pouvez-vous, s'il vous plaît, merci beaucoup pour cette conférence. Et j'écoute aussi vos podcasts de votre émission sur France Culture et je suis fasciné. Pouvez-vous terminer l'explication à propos des 43 secondes d'arc de Mercure, s'il vous plaît? Bon. En fait, 43 secondes d'arc, c'est en plus de la valeur calculée par les équations de Newton. Hein. C'est 720 minutes, je crois, il y a 43 secondes en plus. Donc c'est un petit écart par rapport à la différence qui est déjà calculée. Non, ce qui s'est passé, c'est que quand il est à Prague, après avoir fait l'expérience de pensée que je viens de raconter, Einstein comprend qu'il ne pourra pas intégrer la gravitation dans la relativité dans un espace-temps euclidien. Or, Einstein, comme vous le savez, il séchait ses cours de maths à Zurich, mais il s'en sortait aux examens grâce à un de ses camarades qui s'appelait Grossmann, qui était beaucoup plus fort que lui, qui prenait des notes très, très propres et qui permettait à Einstein d'avoir des notes correctes aux examens. Et il savait qu'il aurait besoin de Grossmann, qui avait commencé d'étudier les géométries non euclidiennes. Et Einstein va démissionner de Prague pour rentrer à Zurich et collaborer avec Grossmann. Et quand vous lisez des livres d'histoire de la relativité générale, on vous raconte qu'à Zurich, ils font une ébauche, ils publient un article qui s'appelle « Ébauche, esquisse de relativité générale » avec une partie mathématique écrite par Grossmann, une partie physique écrite par Einstein. Ensuite, Einstein part à Berlin et c'est là qu'il va peaufiner son calcul et publier la bonne théorie en novembre 1915. En fait, on a retrouvé il y a quelque temps, dans une cave, des manuscrits qui montrent que ça ne s'est pas passé comme ça. C'est des brouillons de calcul qui ont été conservés par Bessot. Bessot, c'était le grand ami d'Einstein qui a aussi collaboré à cette histoire. Ces brouillons ont été exposés au musée des lettres et manuscrits à Paris. Et quand on les regarde, on est obligé de changer l'histoire. C'est qu'en fait, c'est un peu technique ce que je vais dire, mais vous savez, les équations d'Einstein, c'est un tenseur qui dit en gros comment est la métrique de l'espace-temps, comment l'espace-temps est courbé,
Et puis à droite, il y a un tenseur qui dit le contenu de l'espace-temps, c'est-à-dire la matière, l'énergie, le rayonnement, qui est la cause de la déformation de l'espace-temps. Donc en gros, l'espace-temps est déformé et dit à la matière comment elle se déplace, et la matière, en se déplaçant, déforme l'espace-temps. Simplement, Grossman avait proposé un tenseur à Einstein qu'il avait refusé pour des raisons physiques. Et c'est ça qu'ils ont publié. Ils ont publié un autre tenseur qu'Einstein préférait, et c'est la publication de 1913. Et ce qu'on a retrouvé, c'est des brouillons de calcul dans lesquels Einstein et Bessot calculent le périhélie Mercure par un calcul perturbatif. Et ils obtiennent un résultat qui est complètement faux. Enfin, complètement faux par rapport aux 43 secondes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que normalement, Einstein, voyant ça, aurait dû dire ça veut dire que mon tenseur n'est pas le bon, j'en change un, etc. Mais il ne l'a pas fait parce que, par ailleurs, dans le même brouillon, il démontre un résultat auquel il tient farouchement, qui est la relativité du moment de rotation. C'est-à-dire, il montre qu'on peut appliquer le principe d'équivalence non seulement à l'expérience que j'ai dite, mais quand il y a une rotation. Il est tellement content d'avoir démontré ça, que dans la marge, il écrit « Das stimmt » avec des points d'exclamation. Il est tout content. Et en fait, c'est un peu plus tard, quand il va vouloir publier ses calculs, qu'il se rend compte qu'il y a une erreur dans la démonstration des résultats auxquels il tenait tant. En fait, le résultat auquel il tenait n'est pas vrai. C'est là qu'il va accepter le tenseur qu'il avait préalablement refusé de la part de Grossman. Et c'est ce tenseur qui va donner les bonnes équations. Et vous savez qu'il a présenté la théorie en 4 jeudis successifs à Berlin. Et le 3e jeudi, il a présenté le calcul du périhélie Mercure. Exact. 43 secondes. Vous imaginez le choc, hein? Vous avez une nouvelle théorie de la gravitation que rien n'a testé. Vous regardez un problème qui se pose depuis pas mal d'années et vous trouvez la solution. Votre théorie toute neuve résout le problème. 43 secondes d'arc partiel. Il a des palpitations. Non, c'est vrai, il a failli mourir de palpitations. Il était crevé, hein? Il était épuisé. Il y a des gens qui disent que la relativité générale, c'est 8 ans de travail intense, ça l'a tué, quoi. En plus, c'était la guerre. Si vous voyez les photos d'Einstein en 1916, il est complètement épuisé. Et donc, il a fait ça. Et vous savez qu'Hilbert était sur le même coup. Hein, et Hilbert a dit, mais Einstein, il lui écrit une lettre. Comment vous avez fait pour calculer le périhélie Mercure aussi vite? Là, maintenant, on a la réponse. Il avait rodé le calcul en 1913 avec une théorie un peu bancale, mais les méthodes de calcul étaient là. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais ça montre que dans ce désaccord-là, la solution était législative. C'est la théorie de la gravitation qu'il a fallu changer et non pas ajouter une planète. Merci. Oui, une question qui prolonge un petit peu le temps où vous vous êtes arrêté dans votre conférence. Pensez-vous qu'il faille maintenant suivre ce que nous conseille de faire quelqu'un comme Carlo Rovelli, c'est-à-dire d'oublier le temps? Moi, je connais bien les travaux de Carlo Rovelli. C'est des travaux intéressants parce que le but, c'est de quantifier la gravitation. Vous voyez, on veut unifier les interactions, c'est-à-dire en fait mettre ensemble la relativité générale et la physique quantique, pour dire les choses simplement. Il y a plusieurs pistes, covariantes, pas covariantes, etc. Il y a la théorie des cordes, etc. La piste de Carlo Rovelli, qui rejoint un peu celle d'Alan Colmes, c'est de dire commençons par quantifier la gravitation. Et quantifier la gravitation, sachant que dans la théorie d'Einstein, l'espace-temps et son contenu sont solidaires. Il y a la métrique, l'espace-temps et la matière sont accrochés d'une façon insécable. Ça veut dire que quantifier la gravitation, c'est quantifier l'espace-temps. Donc il a une démarche, etc. Théorie de la gravité quantique à boucle. Maintenant, est-ce que ça autorise à dire que le temps n'existe pas? C'est-à-dire, c'est très facile de démontrer que, par exemple, le temps newtonien n'existe pas. Le temps caractérisé par Newton n'existe pas parce que la relativité l'a relativisé, justement. Et donc ce temps-là n'existe pas. Donc je peux tout à fait écrire le temps newtonien n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'espace-temps de la relativité.
Mais vous voyez que pour dire que le temps n'existe pas, il faut avoir fait l'inventaire de toutes les propriétés que peut avoir le temps pour ensuite dire qu'elles ne sont pas dans la théorie. Autrement dit, pour dire que le temps n'existe pas, il faut savoir exactement ce que c'est que le temps. Comment vous faites pour le savoir s'il n'existe pas? C'est un peu le même problème que pour Dieu, si vous voulez. C'est démontrer que le Dieu de ceci ou le Dieu de cela n'existe pas. Pardon, démontrer qu'un Dieu qui aurait dit l'atome n'existe pas, c'est facile. Ou alors que c'est un Dieu qui avait tort. Mais démontrer que l'idée de Dieu n'a aucune correspondance dans le réel, c'est impossible. Parce que qu'est-ce que vous appelez l'idée de Dieu? Ça peut être le Dieu de Spinoza, un autre Dieu, etc. Donc démontrer que Dieu n'existe pas, ça suppose très exactement de savoir de façon absolument vissée ce qu'on appelle Dieu. Et pour le temps, c'est pareil. Par exemple, dans la théorie de Rovelli ou dans celle de Kohn, l'espace-temps, en effet, n'est pas donné a priori. C'est quelque chose qui est une émanation à une certaine échelle d'un inframonde dans lequel il n'y a pas d'espace et temps, mais simplement des relations causales. Vous avez des événements, vous n'avez pas le droit de dire qu'ils sont dans l'espace et dans le temps, mais c'est des événements qui sont reliés par des lois causales, c'est-à-dire une espèce de concaténation entre les événements. Mais qu'est-ce qui vous interdit de dire que cette relation d'ordre entre événements, c'est pas le temps? Je dois dire que c'est le temps. Autrement dit, je peux le reconnaître dans cette situation si j'accepte de dire que le temps est une expression de la causalité. Donc voilà, moi je dirais que dire que le temps n'existe pas, c'est une phrase un peu trop commerciale pour être vraie. Bonsoir. Ceux qui parlent le mieux du temps, je pense que c'est les 5 génies de la chute des corps, qui revisitent les concepts d'avant, qui déconstruisent le temps d'avant, pour un Galilée. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Je disais que ceux qui parlent, pour prolonger la question, le mieux du concept du temps, de ce qui ne passe pas, ce sont les 5 génies de la chute des corps, de Démocrite, Aristote, Galilée, Newton, Einstein. Ils revisitent en quelque sorte l'image d'avant, qu'ils déconstruisent en totalité, à 100%, et ils en ajoutent une nouvelle équivalence quantifiée qui ne change rien, qui dit le contraire, mais qui ne change rien. Alors ma question, elle est double. La première, elle est en 1626 dans Le Passeur et en 1632 dans le dialogue entre les deux mondes. Galilée prononce un mot qui n'est jamais pris en compte par la physique aujourd'hui, le mot humainement. Oui. Ce mot humainement n'est pas traduit et donc n'impacte pas la philosophie mathématique d'aujourd'hui. La question que je vous pose, c'est est-ce que l'ontologie du mot humainement de 1604 ou de 1632 peut impacter le temps d'aujourd'hui, la science la plus pointue d'aujourd'hui? Autrement dit, est-ce qu'une image du temps d'avant peut impacter notre présent physique d'aujourd'hui? Est-ce que l'histoire de la chute des corps nous laisse le choix dans le chemin à prendre? Sachant qu'un génie est capable de... Vous disiez qu'on ne peut pas revivre un instant du passé, mais les 5 génies de la chute des corps sont les seuls, en tout cas les 3 galiléens, à être capables de prendre un ascenseur dans le sens inverse, de déconstruire par équivalence l'idée du passé et de reconstruire un monde qui tient la route sans rien casser à aucun langage, ni philosophique, ni physique, ni ordinaire. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. C'est la question la plus passionnante que j'ai jamais entendue, mais j'ai pas tout entendu d'abord, mais dans ce que j'ai entendu, il y a des choses en effet importantes. Premier point, toute la physique est contrainte par le principe de causalité. Bon, le principe de causalité vous dit en fait qu'il faut distinguer entre le cours du temps et la flèche du temps. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas repasser dans le futur par un instant au travers duquel vous êtes passé dans le passé. Alors que la flèche du temps vous dit qu'un système physique ne peut pas retrouver dans son futur un état physique qu'il a connu dans son passé. Ça veut dire que la physique, elle distingue 2 sortes d'irréversibilité. Il y a le temps qui est toujours irréversible à cause de la causalité,
Et puis il y a les phénomènes qui le sont ou qui ne le sont pas. Mais les génies de la chute des corps parlent du même phénomène et de la même image depuis le début. Oui. Depuis 2500 ans. Absolument. Maintenant, le mot humainement. En effet, Galilée, il dit cette phrase, le langage de la nature, non, le livre de la nature est écrit, voilà, et sans lequel il serait humainement impossible d'en comprendre un seul mot. Et en effet, que veut dire humainement? Alors, vous dites que les philosophes s'y sont pas intéressés, c'est pas vrai. Husserl en parle, Kant en parle, etc. Mais vous voyez, c'est la question des mathématiques. Les physiciens, depuis Galilée, écrivent des équations. Bon. Ces équations donnent à la physique son efficacité. C'est quand même incroyable ce qu'on arrive à faire avec des équations. Et moi, j'essaie de montrer à mes étudiants le miracle. Vous écrivez des trucs au tableau. Alors, vous écrivez de Lagrangien des modèles standards. C'est quand même compliqué. Dans l'espace de Hilbert, je ne sais pas combien de dimensions. Vous revenez dans l'espace physique à 3 dimensions, au fond d'un tunnel. Faites une expérience. Et vous voyez se produire des choses telles que décrites par les équations. C'est quand même une sorte de miracle. D'ailleurs, Wigner parlait de miracle. Il dit c'est un miracle. D'où vient l'efficacité des mathématiques en physique? Donc le humainement prend 2 sens possibles. Ou bien c'est un langage humain. C'est ce que disait Kant. Dans la préface de la critique de la raison pure, il dit, ben voilà, les mathématiques, c'est la raison. Et la raison, c'est ce par quoi nous forçons la nature à obéir à notre projet. Donc pour Kant, une mesure physique, c'est une torture. La nature ne sait pas compter, elle ne sait pas ce que c'est qu'un chiffre. Mais notre raison l'oblige, sous la torture, ça s'appelle une expérience, à cracher des nombres. Ou bien, les mathématiques sont du côté de la nature, et c'est nous qui devons les apprendre pour pouvoir causer avec elle. Et vous voyez que le sens du mot humainement, c'est très important. Il va changer, selon le sens que vous lui donnez, le statut de l'expérience. Ou bien l'expérience est une opération passive, vous enregistrez des choses, des nombres qui sont déjà là, ou bien c'est une opération active par laquelle vous transformez le réel. Ok ? Maintenant, je n'ai pas tout à fait compris, je n'ai pas entendu en fait. J'ai cru comprendre que est-ce que le temps dépend de nous ou pas, de l'humain ? La question après, c'était les génies de la chute des corps sont capables de violer votre loi de cours du temps. Ils sont capables de revisiter une image du passé, de la déconstruire à 100% et de reconstruire un monde nouveau avec une nouvelle équivalence quantifiée. Ouais. C'est les seuls à faire ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'on perd aujourd'hui quand on parle d'une idée d'un génie, il n'y en a que 5. Qu'est-ce qu'on perd aujourd'hui dans la traduction? C'est-à-dire l'irréversible, on le perd. Toutes nos lois fondamentales sont réversibles. Et donc, en faisant la traduction aujourd'hui avec notre mode de pensée d'avant, mathématique, on perd systématiquement une dimension qui est fondamentale. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on perd exactement? Je ne saurais pas dire, hein, mais il y a une autre façon de voir le truc, c'est que quand on lit les anciens, Héraclite ou d'autres, évidemment, on rétro-projette le sens qu'on a. Par exemple, quand Héraclite parle du temps, est-ce qu'il a dans la tête quelque chose qui ressemble peu ou prou à ce que nous on appelle le temps? Alors Démocrite, c'est un autre sujet, parce que Démocrite, alors vous savez, il y a des philosophes qui disent que Démocrite a pensé à un atome qui n'est pas du tout un objet, c'est un concept, etc. Et puis, au CEA, où je travaille, et puis dans d'autres grands laboratoires, quand on parle de l'atome, on met toujours un buste de Démocrite, dont on loue le génie pour avoir eu l'intuition de l'atome avant tout le monde, en oubliant 2 choses. Premièrement, l'atome de Démocrite n'existe pas, et on sait qu'il n'existe pas. Deuxième chose, l'atome qui existe n'a été préalablement pensé par personne. L'atome avec les protons, les neutrons, le noyau, les électrons, la mécanique quantique, ça c'est un truc que personne n'avait imaginé. Et donc je ne comprends pas, évidemment les Grecs étaient des génies, c'est pas la question. Mais je ne comprends pas pourquoi on en fait les précurseurs d'objets qui n'ont rien à voir avec ceux qu'ils ont pensés. Alors l'argument quand même, c'est
c'est que les choses qui n'existent pas pour rien. C'est-à-dire que le fait d'avoir eu l'idée de l'atome a déclenché des débats, des discussions, des arguments qui, 2500 ans plus tard, ont conduit à la découverte d'un truc qu'on a appelé l'atome, qui n'a rien à voir avec l'atome, des Grecs. Mais sans eux, on n'aurait peut-être pas découvert l'atome. Voilà. Bonsoir. Alors merci pour la conférence, c'était passionnant. Donc je reviens sur la relativité d'Einstein et l'expérience dans une fusée où vous vous déplacez à 150 000 km par seconde. Et vous revenez sur la Terre, vous constatez que tout le monde est mort. Donc autrement dit, tout le monde a vieilli plus vite que vous, et vous avez vieilli moins vite. Non, vous voyez, là, l'expérience que j'ai racontée, c'est le paradoxe des jumeaux de Langevin. Et la phrase que vous avez dite là, il y a plus vite, moins vite, c'est comme ça que Langevin, si vous voulez, a essayé de faire en sorte que la relativité restreinte soit compréhensible par tout le monde. Du coup, tout le monde partait faire des études de droit. Parce que... Ah, attendez. Reconnaissez que la phrase que vous avez dite, elle est franchement incompréhensible. C'est-à-dire que si vous imaginez qu'il n'y a qu'un seul temps dont la vitesse d'écoulement dépend de votre vitesse, donc vous dites, c'est moi qui vieillis plus... Qu'est-ce que vous avez dit? Moi j'ai vieilli plus vite? Oui, non mais justement je voulais en arriver au fait qu'en réalité les gens qui restent sur Terre vont aussi vite par rapport à vous. Donc on peut voir le phénomène dans les deux sens, donc je ne comprendrais pas pourquoi quelqu'un se retrouverait mort et quelqu'un resterait vivant à la fin de l'expérience. Non, mais justement, le vrai paradoxe de Langevin, c'est en effet ce que vous dites. Les gens disent, le paradoxe des jumeaux de Langevin, c'est le fait que deux jumeaux, l'un partant dans l'espace, quand ils se retrouvent, n'ont plus le même âge. Donc ils ne sont plus jumeaux, et ce n'est pas du tout ce que raconte Langevin. Le paradoxe des jumeaux de Langevin, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que moi, j'ai raisonné en disant, je pars dans la fusée, vous restez ici, et quand je reviens, vous êtes morts. Mais comme tous les référentiels sont équivalents, depuis ma fusée, c'est vous qui partez. Je vois la Terre partir, donc c'est vous qui partez par rapport à moi. Et donc, dans le premier raisonnement, je reviens plus jeune que vous. Dans le second raisonnement qui est équivalent, je reviens plus vieux que vous. Donc, nous sommes tous plus vieux les uns que les autres. Et comment on peut résoudre ce paradoxe si on se retrouve? On peut le résoudre par le fait que j'ai dit une bêtise. Par le fait que la fusée n'est pas un référentiel galiléen. La fusée, elle fait demi-tour. Et donc, elle fait demi-tour, ça veut dire que sa vitesse n'est pas constante par rapport à la Terre. Et quand vous faites un calcul de relativité générale, et non plus restreinte, qui vaut pour tous les référentiels, pas simplement les référentiels galiléens, vous constatez que c'est en effet celui qui est parti qui revient plus jeune que ceux qui sont restés. Donc c'est moi qui gagne. Merci. Pardon? Voilà. C'est le demi-tour qui fait la différence. Oui, bonsoir. Ma question est la suivante. Dire que les lois physiques sont invariantes par rapport aux translations, cela pose aussi la question du début du temps. Comment est-ce que là, ça pose la question du début potentiel du temps? Ah oui, ça... Non, mais... Ça pose même une question plus générale qui est... C'est une question qu'on ne pose jamais tellement les... En fait, c'est une question métaphysique, c'est-à-dire on n'arrivera jamais, à mon avis, à la traiter. C'est quel est le statut des lois physiques? C'est-à-dire, comment est-ce que les lois physiques agissent dans l'univers physique? Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on parle du début du temps, qu'on parle de l'origine de l'univers, ou du Big Bang, ou de l'univers primordial, on le fait toujours en invoquant des lois physiques. On dit par exemple la théorie des supercordes permet de penser un pré-Big Bang, etc. La théorie quantique à bout milite plutôt pour un univers qui rebondit sur lui-même. Bref, on invoque des lois pour expliquer ce qui s'est passé au début de l'univers. Mais la question préalable, c'est est-ce que les lois physiques étaient présentes dès le début? Est-ce que l'arsenal législatif de l'univers a précédé ou non l'univers? En termes philosophiques, ça donne est-ce que les lois physiques sont transcendantes ou est-ce qu'elles sont immanentes?
Si elles sont transcendantes, ça veut dire que l'origine de l'univers est à chercher hors de l'univers, elles sont ailleurs. Mais se pose la question de savoir comment des lois peuvent engendrer un univers qui leur obéisse. Et si elles sont immanentes, c'est-à-dire si elles sont dans l'univers, si elles agissent dans l'univers, il faut comprendre pourquoi elles sont mathématisables, par exemple. Et donc ces questions-là ne sont jamais vraiment débattues. Et on parle de l'origine de l'univers comme si les lois en faisaient partie de façon naturelle. Il y a un exemple d'ailleurs assez cocasse, c'est le dernier livre de Stephen Hawking dans lequel il explique que l'univers n'a pas eu besoin de Dieu pour être créé, que les lois de la gravitation ont suffi. Donc il fait 200 pages sur la théorie des cordes, et il montre que la gravitation, les lois, donc les lois, elles existent je ne sais pas où, il n'y a pas d'espace, pas de temps, pas de matière, pas d'énergie, il y a les lois, et les lois créent l'univers qui obéit aux lois. Bon, très bien. Sauf que, de deux choses l'une. Première chose, les lois de la gravitation, en théorie des cordes, sont déduites de principes plus fondamentaux qu'eux. Donc ces lois ne peuvent pas être l'origine, puisqu'elles-mêmes dérivent d'autre chose. Enfin, si vous appelez Dieu, c'est une définition possible, Dieu créateur de l'univers, ben dans cette phrase de Hawking, ça revient à dire que le créateur de l'univers, c'est la gravitation. Parce que c'est la gravitation qui a créé l'univers. Dans ce cas, si vous trébuchez dans les marches de cet escalier tout à l'heure en partant, sans le savoir, vous aurez rendu une action de grâce. D'accord, donc ce qu'il faut interroger, si vous voulez, c'est la désinvolture avec laquelle on parle de tout ça, quoi. La question du statut des lois, c'est une question énorme. Vous pouvez interroger des physiciens. Moi, j'ai fait un petit sondage au labo de physique théorique de Saclay. J'ai posé la question aux physiciens l'un après l'autre, sans qu'ils se concertent. Et j'ai eu toutes les réponses. Question qui n'a pas de sens, d'autres qui invoquent des arguments religieux, d'autres qui disent que c'est métaphysique, d'autres qui disent que c'est évident que, etc. Mais prenez une question simple. Vous me parlez du début du temps. Prenons un sujet plus simple. Imaginons que l'univers a une origine. Ça veut dire qu'il a été précédé par rien, puis qu'il est devenu quelque chose. Ça veut dire qu'il y a eu un moment où il n'y avait pas d'électrons. Ça veut dire aussi qu'il y a eu un moment où il y a eu 2 électrons. Les 2 premiers. Les 2 premiers électrons se sont repoussés par la force électrique. On est d'accord? Moi, je dis ça parce que je suis allé à l'école où j'ai appris la force de Coulomb. Les électrons ne sont pas allés à l'école. Donc comment est-ce qu'ils savent qu'ils doivent se repousser? Est-ce que c'est une loi qui est encodée dans leur structure? Est-ce que c'est une loi qui est écrite je ne sais pas où dans l'univers? Ou bien est-ce que dans une ébauche de démocratie participative, les 2 électrons disent à l'univers, écoute, on a une charge électrique, c'est la même, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Non mais, vous rigolez, mais personne ne sait répondre à cette question. Personne ne sait dire par quoi les lois physiques s'appliquent aux objets physiques. C'est impossible de le savoir. Monsieur Klein, vous avez dit la quantification de la gravité est égale à la quantification de l'espace-temps. Est-ce que la gravité a une conséquence sur le temps? Et si oui, de quelle manière la gravité influence-t-elle le temps? Là, dans l'exemple que j'ai donné, j'ai parlé de la vitesse. J'ai dit que quand 2 observateurs sont en déplacement dans l'espace, leur temps propre se désynchronise. Mais quand c'est de la gravité, vous ajoutez une désynchronisation supplémentaire qui est liée à la variation du champ gravitationnel. Quand vous avez 2 observateurs qui sont à des altitudes différentes, par exemple à des endroits où la valeur du champ gravitationnel n'est pas la même, eh bien leur temps propre se désynchronise. Ça se voit sur les GPS, comme vous savez, les satellites des GPS n'ont pas la même altitude, ils n'ont pas le même champ gravitationnel, donc il y a un petit décalage dont il faut tenir compte pour avoir une précision dans la localisation. Donc ça, c'est des effets très très fins, mais évidemment, si vous allez près d'un trou noir ou dans des endroits où la gravité est rapidement variable ou très intense, il y a des effets massifs sur le temps, sur l'espace, qui sont donnés par les équations d'Einstein.
Merci beaucoup pour cette conférence. Je voulais vous poser une question parce que, personnellement, en tout cas, je trouve que le temps, il impacte énormément sur notre moyen de faire de la physique. Ça impacte surtout notre moyen de faire des expériences, de comprendre, de concevoir, d'interpréter nos expériences. Et du coup, par exemple, quand vous avez pris plusieurs fois le cas de Newton, vous dites, il définit le temps comme ce qui se passe quand rien ne se passe. Lorsque Newton va définir son espace et son temps, il les sépare en disant c'est ce qui se passe quand rien ne bouge. Comme ça, il peut définir un départ et une fin à son expérience et qu'il peut pouvoir faire des expériences. Après, Einstein arrive, c'est exactement pareil. Il veut faire des expériences dans lesquelles il va vouloir comprendre quel est ce lien subtil qu'il va y avoir entre le temps et l'espace. Maintenant, le problème que j'ai personnellement, c'est qu'en relativité générale, on nous apprend ce que c'est le temps impropre et le temps propre. Et le temps propre, c'est celui qu'on associe à un certain référentiel. Mais comme vous l'avez dit, un référentiel, on peut l'accrocher que à ce qu'il y a une masse. Et alors, dans la physique des particules, effectivement, elles n'ont pas de masse, elles l'acquièrent avec le X. Alors, déjà, que faire au niveau de la physique des particules? Mais déjà, plus basiquement, nous, on travaille avec la mécanique quantique tous les jours. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je veux dire, comment on va interpréter le temps là-dedans? C'est une question légitime, parce que tout le monde utilise la mécanique quantique dans les labos de Strasbourg aujourd'hui, mais personne n'est capable de comprendre ce que veut dire le temps, ou la temporalité, ou la durée, ou on peut l'appeler comme vous voulez. Et à ce moment-là, on a un problème, parce qu'on essaye de voir quelque chose qui se passe dans le temps, à l'échelle quantique, sans avoir même défini le temps. Et là, la question d'existence, elle devient fondamentale pour pouvoir juste faire son travail, quoi. Non, mais pas de panique. Non. On peut faire beaucoup de choses sans les comprendre. Mais en fait, dans votre question, j'entends plusieurs choses. Moi, de temps en temps, c'est important quand on fait de la recherche, ou même quand on étudie, de s'interroger sur les choses qu'on manipule sans y penser. Par exemple, l'axe des temps. L'axe des temps, là. Tout le monde utilise l'axe des temps pour repérer, pour tracer une courbe, une variation de chiffre d'affaires ou n'importe quoi. Mais cet axe des temps, là, on met une petite flèche. Quand on se demande, mais qu'est-ce que ça représente, ce truc-là? C'est-à-dire, est-ce que, d'abord, ça fait coexister des instants dans l'espace qui ne peuvent pas coexister dans le temps. Donc l'axe des temps auquel on est habitué, c'est un truc incroyable qui vous permet en effet de représenter des durées, mais pour les représenter, vous êtes obligé de représenter une suite d'instants qui, par définition, ne coexistent pas. Or, votre représentation les fait coexister. C'est le grand reproche de Bergson à Einstein, qui dit « Vous avez raté le temps parce que vous l'avez spatialisé ». C'est-à-dire vous traitez les durées comme on traite des longueurs. Une longueur, là, une longueur d'1 mètre, elle est devant moi, et tous les points qui la constituent existent en même temps. Et je vais calculer une durée par intégration sur la variable de t, comme je calcule une longueur par intégration sur la variable d'espace. Mais ça n'a rien à voir. Quand j'intègre sur le temps, j'intègre sur des instants qui ne coexistent pas. Et donc la question la plus incroyable qu'on puisse se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'une durée? Qu'est-ce que c'est qu'une durée? Par exemple, on prend l'instant t où nous sommes là. Je fais l'effort de penser à l'instant t plus 1 minute. Il est où ce truc? Le futur est où? Est-ce que c'est le néant et c'est la succession des instants présents qui va m'amener à t plus 1 minute? Ou est-ce que t plus 1 minute, c'est l'axe que je représente qui est déjà intégralement là, qui attend simplement que j'arrive? D'accord? Autrement dit, est-ce que cet axe des temps représente l'intégrale des positions successives de l'instant t, ou est-ce que c'est une trajectoire présente de toute éternité que je parcours? Personne ne le dit. Donc Einstein, lui, défendait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il défendait la thèse qu'on appelle l'univers bloc, c'est-à-dire l'espace-temps est présent de toute éternité, et c'est notre mouvement dans l'espace qui temporalise l'espace-temps. Un peu comme vous êtes dans le train, vous voyez le paysage qui défile, vous dites le paysage défile, alors qu'en fait c'est votre mouvement qui crée une dynamique dans le paysage, c'est pas le paysage qui défile. Donc le temps ne passe pas, mais notre mouvement temporalise l'espace-temps. Donc on est les moteurs du temps.
Moi, je pense que pour répondre à votre question, il est normal que vous soyez un peu... Enfin, j'ai senti une certaine angoisse chez vous, mais c'est normal, parce que je pense qu'on est très loin de comprendre ce que j'appelle moi le moteur du temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je ne peux pas rester présent au même instant présent? Voilà la question. Pourquoi il y a une dynamique dans le temps obligatoire qu'il n'y a pas dans l'espace? Vous voyez, Newton, il dit « je ne sais pas, donc je mets une flèche ». Il dit « je ne sais pas, je mets une flèche ». Je prends acte du fait qu'il y a un moteur du temps, mais je ne dis pas de quoi il est fait. Einstein, c'est pareil, espace-temps immobile, le moteur du temps, c'est moi, pas mon mouvement. Mais vous voyez bien qu'il y a un problème énorme. C'est que si vous faites dépendre le temps du sujet, ou de la conscience d'un observateur, bah, tout va très bien, sauf quand vous prenez acte du fait que la conscience est apparue dans le temps. Donc si le temps, pour passer, a besoin d'une conscience qui dise « le temps passe », comment le temps a-t-il pu passer avant que la conscience apparaisse? Sachant que la conscience, elle est là depuis quoi? 2 millions d'années? L'univers, 13,7 milliards. Ça veut dire que l'univers a passé le plus clair de son temps sans nous. Donc comment le temps a-t-il pu passer jusqu'à ce que la conscience qui le fait passer apparaisse? Moi, je n'ai pas de solution à ce paradoxe. Et c'est ce qui me fait penser que le moteur du temps est physique. Il n'est pas lié à la conscience. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Alors, une dernière. Merci, bonsoir, merci pour votre conférence, c'était passionnant. Je voudrais pas en rajouter une couche par rapport à monsieur, là, mais je serais ravi et émerveillé de vous entendre comment vous racontez une expérience de choix décalé, de choix retardé, vous voyez, avec un petit photon de miroir, de détecteur, et on s'amuse à enlever ou à rajouter la lame après avoir passé la première. Bon, je ne vais pas raconter cette expérience. Pas en détail, mais simplement la manière de la raconter, parce que les maths, ça marche. Enfin, les drôles choses, oui, disons que c'est une expérience qui ne viole pas la causalité. Donc il n'y a pas de voyage, il n'y a pas une information qui remonte au cours du temps. Donc elle respecte la causalité, même si en effet elle surprend le sens commun. Mais c'est une expérience qui illustre ce qu'on appelle la non-localité. C'est-à-dire qu'en fait, le phénomène et l'appareil qui permettent de le détecter sont intriqués, en fait. Sont intriqués, c'est-à-dire que l'onde, appelons ça comme ça, l'onde, elle explore par son étalement toute la topographie du dispositif de mesure. Et donc, c'est une façon, disons, un peu radicale de poser la question générale de la mesure en mécanique quantique. Voilà, donc, on pourrait en reparler longuement, mais je ne sais pas si vous avez entendu Thibaut Damour en parler samedi dernier. Thibaut Damour, il est tellement choqué par cette interprétation classique de la mécanique quantique qu'il est plutôt favorable à ce qu'on choisisse l'interprétation d'Everett. C'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas de réduction du paquet d'ondes, mais qu'il y a une superposition dans l'espace de toutes les histoires possibles. Donc moi je trouve que c'est un peu lourd métaphysiquement, mais le fait qu'on soit prêt à accepter des solutions extrêmement lourdes métaphysiquement donne une mesure de la difficulté que nous avons à avaler la mécanique quantique. Un petit peu d'amour racontait que, par exemple, il était en vacances aux Ouches, à Chamonix, et il est allé se promener sur le glacier des Bossons en basket. Ce qui, pour un spécialiste de la gravitation... Les alpinistes ont quand même une devise que je trouve saine à avoir en tête en permanence, c'est si tu tombes, c'est la chute, si tu chutes, c'est la tombe. Quand on a ça en tête, on va pas en basket sur les glaciers. Bon. Et donc il est tombé, et au moment où son corps allait entrer dans la crevasse, miraculeusement, son pied a touché un rocher qui a dévié la trajectoire. Il s'est relevé, il a vu la profondeur de la crevasse, et depuis, il vient à l'idée que dans une autre couche de réalité, il y a un autre Thibaut Damour mort au fond de la crevasse. Et donc, ça veut dire que le réel est la superposition de tout, quoi.
Et ça devient, je pense, impossible, parce qu'à chaque fois, il y a une duplication de l'observateur. Là, il est dans la couche où il a survécu, et il a la psyché correspondante, et dans l'autre couche, ben, il est mort. Sachant qu'il n'a pas eu que ça comme événement dans sa vie. Donc si vous mettez tous les événements, ça fait un joli millefeuille quand même. Donc je trouve que l'expérience que vous avez évoquée, les choix retardés, c'est en effet une façon radicale de montrer que le réel quantique, disons, il est non séparable et qu'il n'y a aucune analogie macroscopique qui nous le rende familier. Voilà, bah écoutez, je vais me permettre une petite question parce que j'en meurs d'envie, donc ça sera la dernière avant de clôturer. On a parlé finalement de moteur du temps. Est-ce que vous êtes au courant en fait, d'une des solutions que Louis de Broglie a proposées, hein, ça s'appelle la double solution, où en fait il considère que chaque objet de matière, en fait, simplement en utilisant E égale MC2 et E égale H bar oméga, où oméga est une pulsation, en fait, chaque objet est finalement une horloge. Est-ce que vous pouvez commenter sur ça? Et voilà. Est-ce que c'est la même chose que l'onde pilote? Oui, c'est ça. Ouais, bon, bah, l'onde pilote, c'est une théorie à variable cachée locale. Oui. Donc c'est quand même une solution qui n'est pas compatible avec les résultats d'aspect sur les corrélations EPR, etc. Donc l'onde pilote, telle que de Broglie l'a décrite, ça ne marche pas. Il faut passer à la théorie de Bohm. Et la théorie de Bohm, en effet, elle survit aux expériences d'aspect par le fait que les variables cachées sont non locales. D'accord. Donc là, en effet, mais d'un point de vue, disons, formel, on a le droit d'utiliser l'interprétation de Bohm avec des variables cachées non locales parce qu'elles ont passé le filtre des expériences de non-séparabilité. Celle un peu plus naïve de Broglie, non. D'accord. Mais en fait, c'est une solution qu'il a rajoutée après coup, hein, dans les années, au moment de Bohm. C'est ce qu'on appelle la théorie de la double solution. Ah oui, c'est l'article de 53. Voilà, c'est encore autre chose. Ah oui, d'accord. Donc ça a été, voilà, ouais. C'est pas grave. Ouais. Et étiez-vous au courant que vous avez un paradoxe à votre nom? Oui. D'accord. Non, c'était à mon avis, pas qu'un seul. Oui, oui, absolument. Voilà. Ben, écoutez, en tout cas... Même une équation. Oui, une équation, bien sûr. Mais avec quelqu'un d'autre, je crois. Gordon. Voilà. C'est un Gordon dans la salle. Voilà, ben, en tout cas, merci infiniment pour ce magnifique conférence. Alors, je voudrais juste terminer par des remerciements. Remercier Elena et Vanessa de la Maison pour les sciences en Alsace et le Jardin des sciences pour l'organisation. Donc un grand merci à elles et à tous les membres de ces deux organisations.